Notre émission d'aujourd'hui, dans le cadre des Échos de la Finance, est une émission, qui est faite pour vous faire rêver. Et rêver grand, rêver gros, apporter peut-être un peu de lumière dans ce paysage particulièrement lugubre que nous subissons depuis quelques semaines. Le sujet, en effet, c'est l'or, gold. Et pas l'or dans le monde, pas le rôle de l'or dans le monde, mais l'or en Haïti. C'est ainsi que nous aurons l'occasion de vous présenter une carte sérieuse des différents gisements qui existent dans le pays, car Haïti est relativement riche en or. Dans l'histoire de ces dernières décennies, on l'a vu, puisque le gouvernement a passé contrat, avec plusieurs compagnies minières qui étaient censées venir exploiter avec un contrat avec l'État. Pour lancer une mine d'or, une mine, quelle qu'elle soit d'ailleurs, ça coûte plusieurs millions de dollars, et il vaut mieux confier ça à des spécialistes qui viennent, qui fassent les prospections, parce qu'il ne s'agit pas de fouiller et d'engager des millions et de ne trouver après que 450 grammes d'or. Il faut donc évaluer le potentiel du gisement et décider si ça vaut le coup vraiment cet investissement. Aucun de ces contrats n'a abouti finalement. Aucun. Il n'y a jamais eu aucune compagnie qui soit venue ici en Haïti tenter d'exploiter les gisements d'or que nous avons et qui sont répartis un petit peu partout. Donc voilà, c'est le sujet d'aujourd'hui, un sujet pour faire rêver, et comme d'habitude, c'est notre ami William Savary qui va être chargé donc de nous faire rêver. Bonsoir William. Bonsoir Serge, bonsoir Haïti, bonsoir Métropole, bonsoir tout le monde. Voilà, donc l'or en Haïti. Avant de démarrer, je veux signaler à nos auditeurs et téléspectateurs et téléspectatrices qu'ils peuvent m'envoyer un courriel sur orpourhaïti@gmail.com. Je leur ferai parvenir la carte géologique de la République d'Haïti. Donc encore, je répète, c'est or pour Haïti. En un seul mot, tout en minuscule. À gmail.com. Je vous envoie la carte géologique d'Haïti. J'ai à peu près 10 millions de copies qui sont prêtes à être distribuées. Donc, faites chercher votre copie. Maintenant, pour démarrer, je dois vous dire que les recherches disponibles, il y a deux types de recherches disponibles en Haïti sur cette question d'or. Il y a les recherches qui sont organiques, qui ont été entreprises par les organismes internationaux. Et il y a des recherches qui ont été entreprises par les militants politiques. Et des deux côtés, vous avez des estimations différentes. Les militants politiques ont une estimation qui varie de 500 000 tonnes, qui varie de 25 000 tonnes à 50 000 tonnes. Les experts internationaux, eux autres, ont une estimation de 500 000 onces. Alors, 3 ounces qui est vraiment la mesure spécifique pour mesurer l'or. Qui est un petit peu beaucoup plus, qui est plus bas que les onces que l'on trouve lorsqu'on mesure les liquides. Ah bon, ok. Donc, 3 ounces, c'est une mesure métrique. L'once, normalement dans le langage anglais, c'est une mesure anglaise. Donc maintenant, il faut déblayer ça. Il y a ces deux types de recherches qui sont disponibles. Mais attendez, là, tout de suite, là, William, il y a un point qui m'interpelle tout de suite. Qu'est-ce que les partis politiques viennent faire dans une carte généalogique du pays? C'est quoi? C'est pour être les premiers à s'emparer de ces... Non, c'est simplement pour démontrer que la quantité de fortune qui existe dans le pays et que si jamais c'est eux qui sont à la charge du pays, qu'ils peuvent exploiter et créer la fortune. C'est vraiment un ping-pong politique. D'accord. Et tandis que du côté de l'international ou du côté des gens beaucoup plus conservateurs, vous savez, dans toute estimation, il y a une partie
qui va sous-estimer ce qui existe, il y a une autre partie qui va surestimer ce qui existe. Oui. Donc ça, c'est dans l'ordre des choses. Oui, c'est comme dans la vente immobilière, selon qu'on est acheteur ou vendeur. Ouais. Maintenant, ce conflit porte une responsabilité gigantesque au Bureau des mines. Et M. Petit, qui est responsable du Bureau des mines, avait proposé une solution qui dit, bon, nous n'allons pas prendre les estimations qui sont offertes par le Bureau des mines ni par les autres parties. Faisons venir des experts pour faire une évaluation neutre. C'est ça. Oui. Donc, c'est pour déblayer tout ça, pour que les gens puissent comprendre qu'il y a divers courants qui circulent et qui se contredisent. Oui. Hein? Et la contradiction, c'est pas mauvais d'ailleurs. Hein? Oui. Maintenant, en plus de là, je veux rapidement mentionner une chose importante qui rentre dans l'ordre des ressources naturelles du pays. On aura la chance une autre fois d'en discuter, mais c'est le fond de la mer. Le fond de la mer dans tous les pays du monde représente une source immense de fortune. Hein? Et aujourd'hui, au niveau des Nations Unies, alors il y a plus que, je ne sais pas aujourd'hui, mais il y a au moins déjà plus un bon bout de temps, il y a ce qu'on appelle la cartographie du fond de la mer qui se discute. Des fonds marins. Et ceci est très important de savoir parce que les fonds marins sont déterminés à partir des territoires que vous occupez. C'est à partir de vos littéraux. Maintenant, oui, et je pense que c'est 350 km de vos littéraux, ça vous appartient en matière de fonds marins. Oui, c'est ce qu'on appelle la limite maritime des pays. Oui. Mais il y a la frontière maritime, mais il y a le fonds marin qui va au-delà de la limite maritime. Qui est, enfin, je crois, 15-25 km offshore. Hein. Oui. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'il faut souligner que la Navaz, qui fait partie de Haïti, si les États-Unis s'emparent... En théorie. Hein, si les États-Unis... S'il n'y a pas de revendication au niveau national pour la Navaz, la Navaz, 350 km de fonds marins autour de la Navaz appartiendrait à qui réclame la Navaz. Et ce qui porterait atteinte aux 1750 km, 1775 km de côte dont nous jouissons. Hein? Donc, il faut vraiment signaler ça en matière de ressources. Donc, il faut vraiment réfléchir à autre chose. Pour retourner à l'or maintenant, je dois vous dire que les gisements d'or de ce pays sont estimés à, comme je vous ai dit tantôt, il y a diverses estimations. Bon, on va retenir celle de 500 000 onces. 500 000 onces. Mais maintenant, je dois vous dire rapidement que les lieux où sont répartis nos gisements, alors je dois vous dire sur la carte. Si vous consultez la carte que nous avons, il y a, surtout vers le nord, il y a 23 à 25 points qui sont signalés où il y a de l'or. Et la raison pour laquelle les 500 000 onces me paraissent un petit peu sous-estimées, c'est parce que tout ce territoire que vous voyez dans le nord, là où il y a les points jaunes et rouges, sont censés être des indices, des endroits où on a trouvé des indices d'or. Oui, et puis d'ailleurs, même géographiquement, cette partie d'Haïti, donc le nord-est, c'est la continuation du filon dominicain. Oui. Et eux autres, ils s'est exploité depuis belle durée. Absolument. Donc, vous voyez, c'est-à-dire il faut vraiment c'est pourquoi les 500 000 onces, je les doute. Je pense qu'il y a davantage. Parce que je vais vous dire, la mathématique, il y a eu les ratios plutôt. Lorsque vous faites l'excavation de l'or, l'exploitation de l'or, il y a eu un ratio qui est entre 50 et 125 onces d'or par 1000 mètres cubes de débris. Par tonne plutôt de débris. De débris. Donc si l'estimation que nous avons, si nous prenons les 50 000 tonnes, les 500 000 onces, ça vous donnerait à peu près 600 tonnes de débris. Alors, si vous prenez la région dont nous parlons, ça représente beaucoup plus de 600 tonnes de débris. D'un point de vue mathématique, les 50 000 tonnes, je les doute. 500 000 onces. 500 000 tonnes, 500 000 onces.
merci. Parce que 500 000 tonnes, là... Non, merci. Moi, je deviens chercheur d'or demain matin. Oui. Non, c'est 500 000 onces. Oui, d'ailleurs, faisons tout de suite une précision, parce que 500 000 onces, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais vous avez trouvé le prix de l'once d'or. Ouais. Aujourd'hui, c'est 1676 $. Oui, maintenant, nous avons une graphique qui montre l'évolution du coût de l'or. Maintenant, si vous constatez, aujourd'hui, le coût de l'or, c'est entre 1690 et 1690 $. C'est ça. C'est le point qui est sur votre droite. Oui. Et là, en 2011, au début, si vous là où c'est le plus bas point, c'était à 250 $. Donc, sur cette époque, il y a eu une appréciation considérable du prix de l'or sur le marché international. Oui. Maintenant, pourquoi tout ça c'est important? Tout ça c'est important parce il y a une question fondamentale en Haïti qui se pose. L'exploitation de l'or en Haïti, ce qui est dit au gouvernement et ce qui est dit au public, ne serait pas rentable parce qu'il n'y a pas assez d'or. Oui. Et les coûts ne justifient pas les coûts d'investissement. Les coûts d'investissement ne justifient pas le rendement des gisements. C'est ça. Oui. Mais si vous constatez l'exploitation des gisements, je vous donne une idée des équipements qui sont nécessaires. Ce sont des équipements qui sont généralement utilisés dans les petites mines. Et je veux vous signaler que j'ai une relation professionnelle avec 2 compagnies minières, une à Nevada, l'autre à New Mexico, qui sont dans le business de l'extraction de l'or, de l'exploitation de l'or dans ces régions-là. Avec ce genre d'équipement. Oui, ce genre d'équipement et d'autres un petit peu plus compliqués. Et avec un investissement de entre 25 et 40 millions de $, on peut mettre en place une opération minière. Majeure. Ouais. Okay? Et maintenant, ça, c'est au cas où on veut faire la production industrielle. Mais il y a autre chose. On peut faire ce qu'on appelle l'exploitation par des gîtes alluviaux. Oui. L'exploitation des gîtes alluviaux. Dans les rivières. Oui. Ceci se pratique aujourd'hui en Colombie. Se pratique au Pérou. Ça s'appelle l'orpaillage. Oui, au Pérou, ça s'appelle au Burkina Faso, ça se fait au Rwanda. En Guyane. Maintenant, en quoi ça consiste? Ça consiste en 3 étapes, 3 à 4 étapes, si je m'en souviens bien. Une première étape, alors il faut dire que les gens qui pratiquent l'orpaillage dépendent de la précipitation des pluies. C'est ça. Parce qu'en fait, c'est la pluie qui fait le travail de nettoyer, d'amener les lingots. Voilà. Mais dans ces pays, on peut aussi construire des bassins. Et on construit des bassins qui sont alimentés à partir des rivières et des sources. C'est ça. Et maintenant, ces bassins sont positionnés de façon stratégique en dessous des lieux où il y a suspect d'être riche en or. C'est ça. Et en dehors, ensuite, après les bassins, il y a des ravins qui sont créés. Et avec le principe de la gravité, on laisse partir l'eau. Et l'eau est dégagée à travers des bouleaux. Et qui sont étroits comme la tête d'une bouteille. Et ça permet à l'or de glisser. Et l'or tombe dans un plateau en dessous de tapis roulant. Maintenant, l'or qui passe ainsi tombe automatiquement dans le tapis roulant parce que l'or est beaucoup plus lourd que l'eau. Donc, et je veux vous montrer une chose. Là, c'est mon alliance de mariage. Et l'or dans l'eau va au fond. Et c'est le même principe. C'est le même principe de l'orpaillage. Donc, avec le tapis roulant et les plateaux, l'or tombe dans les plateaux et les gens recueillent l'or à ce niveau-là. Oui, on a vu ça dans plusieurs films de western où les chercheurs d'or, avec leurs grands plateaux, qui prenaient quelques poignées, qui tournaient et qui récupéraient les petites pépites. Oui. Maintenant, une opération d'orpaillage, c'est une opération qui peut se faire avec moins que $10 000.
Hein? Donc, maintenant, c'est le gros du travail, c'est le travail physique, parce qu'il faut des pioches pour piocher et fouiller les bassins et acheter les petits pains, les paniers qui vont faire le travail. Maintenant, ceci est important de savoir pourquoi. Parce que je suis contre l'avis que nous avons que l'exploitation de l'or en Haïti n'est pas faisable parce que ça coûte trop cher. Ouais. Incidemment, je veux vous montrer quelques pièces. Ici, ce sont des roches, des pierres qui contiennent les quartz. Donc, ces deux pierres-là contiennent les quartz. Les quartz, ce sont des éléments qui sont dans la nature et qui sont utilisés dans les bijoux, dans la fabrication de boucles d'oreilles, de colliers, etc. Les fameuses montres à quartz. Oui, il y a les fameuses montres à quartz, tout ça. Et maintenant, ce qui est important... Dans l'horlogerie. Lorsque les gens trouvent les quartz, que je vous montre, ils pensent que c'est du diamant. Bon, si vous voulez tester pour voir si c'est du diamant, vous n'avez qu'à prendre et essayer de couper un verre avec. Si ça coupe le verre, c'est du diamant. Parce que le diamant coupe le verre, ou la mosaïque. Donc ça, je vous donne là pour essayer, vous pouvez avoir une idée de ce que c'est qu'un quartz. Maintenant, en dehors de ça, nous avons le grosso modo qui est une pierre d'or. Enfin, c'est pas une pierre d'or, c'est une pierre qui contient des pépites d'or. Des pépites d'or. Parce que si c'était une pierre d'or, merci Serge. Merci Serge. Maintenant, je dois vous dire que ceci m'a été donné en cadeau par un serviteur dans un lac Vaudou où je faisais des recherches il y a au moins 35 à 40 ans. Hein? Et l'or est toujours dedans. Ah oui, c'est là. Donc, et ceci, si toutefois il y a l'exploitation de façon industrielle, ce sont les montagnes qu'ils vont briser et c'est ce qu'ils vont trouver. Hein? Maintenant, donc il y a le potentiel pour nous autres de faire l'exploitation de l'or, n'est pas le rocket science, comment on dit ça? Oui, c'est pas de la science de haut niveau. C'est pas la science de haut niveau, c'est la science pratique et la question de la volonté politique. Maintenant, pourquoi il est important de faire l'exploitation de nos gisements? Premièrement, il y a dans la mise en œuvre de cette exploitation, il y a un transfert de savoir qui s'opère. C'est la première chose. Maintenant, le transfert de savoir pour l'exploitation des mines peut être transféré dans l'exploitation des marbres, dans l'exploitation du cuivre, dans l'exploitation des quartz. Donc, c'est un savoir-faire qu'on applique, c'est ça? Qu'on applique dans le pays. Ça est la première chose. Donc, et maintenant, réfléchissez à ce que ça pourrait faire aux enfants qui grandissent. Il y a un savoir-faire, ils peuvent devenir miniers, ils peuvent devenir n'importe quoi. Et pour faire ces exploitations, on a deux choix. On peut faire venir des étrangers, comme il est souvent dit dans le pays. Mais sur les 40 dernières années que l'on en parle, on aurait pu sélectionner 10 de nos ingénieurs géologues et les envoyer pour une formation de 2 ans. Et après, monter la structure pour l'exploitation de nos mines en Haïti, et qui aurait l'expertise. Parce qu'il y a des centres de formation qui forment des ingénieurs et qui forment des gens que pour l'exploitation minière. Okay. Et la formation, c'est une formation de 18 à 24 mois. Hein? Donc, dire qu'il faut faire venir des étrangers, c'est vraiment mal poser la question. J'ai quand même le sentiment, William, que ce sentiment qu'il fallait faire appel à des experts étrangers et à des gens qui ne font que ça à travers le monde entier, c'était plus une question de gros sous que de connaissances, non? Bon, écoutez... Parce que si vous me dites qu'il faut entre 20 et 40 millions de dollars d'investissement pour faire de l'exploitation minière et non pas de l'exploitation artisanale, comme ça se fait aujourd'hui en Haïti. Oui. Il y a plein de bijoutiers en Haïti aujourd'hui, moi j'en ai connu un certain nombre, dont tous les bijoux sont fabriqués avec de l'or local et qui a d'ailleurs la réputation d'être un or d'excellente qualité. Oui, je connais plusieurs. Maintenant,
C'est peut-être aussi sous l'influence des organisations internationales, bailleurs de fonds. Il y a plein de choses qui peuvent être mises sur le tapis lorsqu'il s'agit pourquoi il faut faire venir les experts étrangers. Alors que l'expertise, c'est quelque chose qui s'acquiert, c'est quelque chose qui s'apprend. Oui. C'est bon, pas... L'autre avantage, encore que quand un groupe minier étranger comme ça passe un accord avec un gouvernement, il se réserve la part du lion. C'est-à-dire que le gouvernement va toucher peut-être, je sais pas, entre 5 et 10%. Et la part du lion, ça et va. la part du lion, ça reste pour eux, parce que c'est eux qui ont fait l'investissement initial. Mais d'un autre côté, bon... Rester les bras croisés, à se tourner les pouces et toucher 10% de l'exploitation d'or de son pays, bon, écoutez, ce n'est peut-être pas négligeable. C'est parce que les gens pensent que le coût de l'exploitation est immense. C'est immense, oui, bien sûr. Et le coût de l'exploitation... Et cela, les gens qui viennent vous exploiter votre mine, ils n'ont pas le capital non plus. Hein. Ce sont des gens qui veulent qu'on leur octroie des contrats, et à partir des contrats, ils vont lever les fonds. Oui, donc, bien sûr. Donc, oui. Si maintenant, on a l'expertise pour lever les fonds, pourquoi les faire venir? Pourquoi ne pas utiliser nos propres ressources, nos experts, et faire nos montages et lever les fonds qu'il faut? Hein? Maintenant, l'autre chose qui est la chose la plus importante pour laquelle il faut exploiter l'or. Vous devez comprendre qu'aujourd'hui, aux États-Unis, les États-Unis détiennent à peu près entre 8 000 et 8 500 tonnes d'or en réserve. Tonnes. La France, la Chine, c'est entre 7 000 et 7 500. La Russie, c'est 6 000 à peu près tonnes. Hein. La France, c'est 2 975 tonnes. Hein. Maintenant, incidemment, je dois vous dire que l'indemnité qu'on avait payée à la France représente 90 tonnes d'or. Donc, si on veut négocier au niveau de l'indemnité entre nous autres et la France, peut-être qu'on peut se focaliser sur les tonnes d'or au lieu de les réserves de la Banque de France. Au lieu de numéraire. Hein? Ouais, hein? Ouais. Maintenant, je vous disais, pourquoi c'est important? Parce que, et j'ai mentionné les réserves des autres pays, c'est pour signaler que, en fait, les banques centrales du monde disposent d'une grande partie de leurs réserves en or. Allez voir Fort Knox. Et ceci permet, si vous voulez, le maintien de l'inflation dans un pays, permet de préserver la valeur de la monnaie, permet de la crédibilité du pays de participer sur le marché de la créance internationale. Donc, pour toutes ces raisons, il faut que le pays soit en mesure lui-même de prendre en charge l'exploitation minière de ce pays. Hein? Donc, et c'est pas, il faut bien souligner, c'est pas parce qu'on l'exploite, c'est pas parce que le coût est élevé. Hein? On l'exploite à cause des avantages que ça apporte. Hein? Bon, petite question, William. Pourquoi est-ce que la plupart des pays ont abandonné ce qu'on appelle les talons or? Ça a été Nixon, au début des années 70. Il a décidé de retirer le dollar avec les talons or. Ça voulait dire quoi, les talons or? Ça voulait dire que j'arrive avec mes billets et je dois avoir l'équivalent en or. Maintenant, vous savez, je dois vous dire pourquoi est-ce que ça a été abandonné? La première chose, il faut dire que Nixon s'inquiétait de la diminution rapide des réserves d'or de l'Amérique. Okay. Parce que tous les pétrodollars que l'on vendait, qui s'accumulaient, mais les gens les convertissaient en or. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il était question de préserver la valeur de préserver la valeur du dollar américain, de diminuer l'inflation aux États-Unis. Okay. Donc, il y a eu des raisons, et il y avait les élections qui allaient venir. Il fallait prendre une décision drastique pour diminuer l'inflation et donner l'impression que le dollar avait de la valeur beaucoup plus importante que le métaux précieux. Et il disait, et l'argumentaire à l'époque, c'était l'économie d'un pays ne dépendait pas de ses réserves d'or, mais plutôt de sa capacité industrielle. Et la décision américaine a changé le débat à travers le monde. Au niveau du Fonds monétaire international, tout le monde s'est adonné que le dollar a acquis alors s'est renforcé plutôt comme monnaie de réserve internationale. Absolument, oui. Hein? Donc, c'est vraiment la raison. Mais vous savez, je dois vous dire en passant que les États-Unis avaient résisté
de retourner à l'Allemagne les réserves d'or allemands qui avaient été placées à Fort Knox après la Deuxième Guerre mondiale. Hein? Donc, si l'or n'avait pas de valeur, pourquoi avait-il refusé de remettre? Hein? Et lorsque De Gaulle avait demandé qu'on lui remette les réserves d'or américaines, les réserves d'or de la France qui étaient également à Fort Knox, il y a eu des négociations sérieuses et c'est ce qui avait fait de De Gaulle, qui avait causé beaucoup de friction entre la France et De Gaulle et les États-Unis, la France et les États-Unis. De Gaulle a dû envoyer des avions de guerre pour récupérer ces 2700 et des poussières 11 tonnes d'or et les ramener en France. Donc ça s'est fait au bout du fusil, finalement. Absolument. Et aujourd'hui, quel est le plus gros tort qu'ils avaient fait au Venezuela? Ils avaient saisi leur réserve d'or. Au moment des sanctions, qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui avec la Russie? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'Iran? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec Kadhafi? Avec Kadhafi, c'est pire. Et ils ont détruit le Liban. Mais la première chose qui a été faite au Liban, c'était de prendre les réserves d'or de la Libye. Donc, vous savez, si c'est vrai que l'or n'a plus de valeur donc pourquoi tout ça? Pourquoi saisir l'or avec la pointe du fusil? Hein? Donc, c'est... Ok, vraiment... Donc, en conclusion, il faut absolument que, comme disait mon ami, nous gonfler nous trousser manches-nous et qu'on commence à exploiter l'or que nous avons dans notre sous-sol. Dans notre sous-sol, absolument. On doit s'approprier de notre futur. Parce que s'approprier de l'or de ce pays, c'est vraiment s'approprier de notre futur. Parce qu'il y a trop de choses qui dépendent. Oui, les conséquences et les bénéfices sont immenses. Ouais, absolument, absolument. Donc, en fait, je reprends pour ceux qui sont intéressés à obtenir une copie de la carte géologique de la République d'Haïti. Envoyez-moi un email à or pour Haïti, OR pour Haïti, un seul mot, à gmail.com. J'ai 10 millions de copies de ces cartes qui sont prêtes à être distribuées. Magnifique. Eh bien, j'espère que tout le monde aura noté. Or pour Haïti @gmail.com et vous recevrez une copie et peut-être que ça vous permettra de commencer à rêver et que vous passerez du rêve à la réalité en décidant de devenir chercheur d'or. Mon Dieu Seigneur, nous voilà tombés chez Charlie Chaplin et la ruée vers l'or. Bon, écoutez... Et pourquoi pas? Et pourquoi pas, bien sûr. Bon, il y en a qui le font, mais bon, c'est vrai que l'exploitation ici actuellement en Haïti est une exploitation plus qu'artisanale. Non, parce que personne ne s'en occupe. Personne ne s'en occupe et que, bon, il y a quelques bijoutiers qui en profitaient. Oui. Et aussi la Dominicanie. Les gens viennent de la Dominicanie acheter de nos chercheurs à Louvière. Donc vraiment... Et c'est du très bel or, 18 carats. Ouais, il y a vraiment une réflexion vraiment sérieuse à faire sur cette question de l'or dans le pays. Eh bien, c'est parfait. Alors, mesdames, messieurs, commencez à rêver, commencez à essayer de convaincre vos proches de se lancer dans cette exploitation. Bon, il faut un petit peu de fonds, mais comme le dit William, c'est pas le plus difficile à trouver. Surtout quand on sait qu'au bout de cet investissement, il y a quand même un retour sur investissement qui est plus qu'intéressant. Merci beaucoup de votre attention. Merci William et à très bientôt. Merci Serge.